Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale pour moi, vu que après 9 mois d'attente, je vais aller récupérer ma nouvelle voiture au Havre. Une voiture qui vient du Japon, vous l'aurez compris. Allez, générique, on se retrouve juste après. Donc les amis, me voilà en voiture avec Laurent. Bonjour à tous. Donc vous le reconnaissez, c'est lui qui importe mes voitures quand elles viennent du Japon. Et de toute façon elles viennent toujours du Japon. Donc c'est la troisième que je lui demande de me rapatrier. Et ce coup-ci ça a pris beaucoup de temps. Déjà premièrement parce que le modèle que je voulais, c'est un modèle rare. Donc déjà pour le trouver au Japon, c'était un peu la galère, hein, surtout que je voulais un modèle en parfait état, pas trop kilométré, avec certaines options. Enfin, j'ai été très chiant. Mais on l'a trouvé. On l'a trouvé. Et donc la voiture, il a fallu l'acheter. Ensuite, je voulais qu'elle soit intégralement révisée au Japon, parce que trouver les pièces pour ce modèle-là en France, c'est quasi impossible. Donc pareil, il a fallu trouver un garage là-bas qui fasse la remise en état, ou plutôt l'entretien, parce que la voiture était déjà en très bon état. Se mettre d'accord donc sur ce qu'on faisait. Exactement, parce que forcément tout ça aussi, sûr de bien se comprendre. Tout ça, ça implique des coûts. Et une fois que tout ça était fait, on est malheureusement tombé sur la période où on a commencé à avoir de gros problèmes au niveau des transports maritimes. Pas de place pour ramener la voiture en France. Donc pas mal d'attentes pour que finalement la voiture embarque sur un bateau, un genre de bateau parking. Hein. Un RoRo, donc roll on roll off. C'est un ferry, mais c'est un ferry transcontinental. Voilà, il traverse toute la planète. Il n'y a pas de partie passager. Et là, il faut dire que la voiture de Patrick, elle est pas loin d'avoir fait plus de kilomètres en RoRo qu'elle n'en a au compteur. C'est clair, parce que donc la voiture, le bateau est parti du Japon. Et ensuite, contrairement à ce que je pensais, il n'est pas parti vers l'Inde, il est parti directement vers les États-Unis. Et ensuite, arrivé aux États-Unis, il est arrivé sur le nord de la côte ouest américaine. Et il a redescendu en faisant plein d'escales toute la côte ouest pour la côte ouest. La côte ouest, ouais, la côte ouest, pour ensuite donc redescendre jusqu'à Los Angeles, puis partir vers le Mexique, et redescendre jusqu'au canal de Panama, le traverser. Là je me suis dit, après Panama, c'est bon, le bateau il va directement au Havre. Grosse erreur. Le bateau il remonte vers la Floride, puis il a fait une escale, je sais plus où c'était. Hein. Mais je sais pas s'il est pas allé jusque Baltimore. Ouais, je crois que c'était Baltimore. Et donc là, j'ai commencé à flipper quand j'ai vu le bateau en prêt qui donnait sa destination au Japon. Donc, je me suis dit, c'est quoi le problème? Et en fait, vu qu'il y a un gros délire actuellement sur tous les bateaux, ils ont transbordé la voiture, ils l'ont descendue aux États-Unis, et elle est restée stockée là-bas pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Ouais. Et ensuite, seulement, ils l'ont remis sur un bateau qui devait arriver vers l'Europe, mais pas jusqu'au Havre. On y pensait au début, mais non. Ils l'ont envoyé jusqu'en Belgique. Donc forcément, re-attente. Il a fallu descendre la voiture en Belgique, retrouver un autre bateau pour la ramener finalement au Havre. Et donc toutes ces péripéties ont pris pas loin, non, même pas loin, ça a pris 9 mois. 9 mois, dont 3-4 de bateaux, quoi. Et alors, une cerise sur le pompon, comme vous le savez, il y a des mouvements sociaux. Je ne juge pas, il y a des mouvements sociaux. Et donc en fait, il était impératif que nous y allions aujourd'hui parce que demain, le port fait grève. D'accord. Donc on soutient nos amis dockers, mais demain. Voilà. Enfin voilà, donc ce qui a conduit à ce que ce soit aussi long. Au début je pensais avoir la voiture début mars, et en fait maintenant on arrive sur début juillet. Mais bon, ça va le faire. Là on va aller récupérer la voiture, on a tous les papiers. Maintenant ma seule crainte, c'est que avec tous ces transbordements, que la voiture ait subi des détériorations. Lorsqu'elle était au Japon, on a la certitude qu'elle était en parfait état à tous les niveaux. Il n'y avait rien du tout dessus. Donc là maintenant ça va être la surprise. On va aller chercher la voiture
Et on se retrouve juste après pour faire un état des lieux et en même temps vous découvrirez de quel modèle il s'agit. Donc vous la voyez peut-être mal, mais la voiture est juste là, elle va sortir du terminal relais. Donc voilà ma nouvelle voiture en approche. Une toute petite voiture, la fameuse Autozam AZ1. Donc les amis, on a récupéré la voiture. J'ai essayé de filmer un peu là-bas, mais vu que avec la douane on n'a pas trop le droit de filmer, donc j'ai fait ça assez discret. Et en plus il y avait pas mal de vent, c'est au Havre, hein, on est au bord de la mer, donc l'audio est vraiment pas bon. Donc je vais essayer de vous refaire une présentation de la voiture dès maintenant. On est en plein soleil et la voiture n'a pas été touchée depuis que je l'ai ramenée. Je ne l'ai pas nettoyée, j'ai rien fait globalement. Donc je vous présente ce petit bolide qui me coûte une fortune. On y reviendra plus tard. Donc je bascule la caméra et vous pouvez voir cette Mazda Autozam AZ1. Et je ne devrais même pas vraiment dire Mazda car je reviendrai sur l'histoire de cette voiture, mais c'est pas réellement une Mazda. Donc c'est une K-Car, la K-Car la plus sport, la plus délirante au niveau de l'esthétique. Un modèle extrêmement rare vu que celui-ci n'a été vendu qu'à environ 4500 exemplaires. Et j'ai bien galéré à trouver un modèle aussi propre et aussi d'origine. La plupart de ces modèles étaient vendus pas mal tunés directement avec des options à l'époque. Et vous voyez bien sûr que la grosse particularité de ce modèle, ce sont les portes qui sont donc des vraies portes ailes de mouette, comme ils se disent en anglais, Goldwing. Là, on n'est pas avec une cinématique d'ouverture comme sur des Lamborghini ou comme sur d'autres McLaren. Là, c'est plus comme sur une DeLorean. Vous voyez que ça part du bas et ça monte jusque là-haut. Donc la cinématique, c'est comme ça. Et clairement, cette voiture, je la trouve sublime. Bon, actuellement, elle n'est pas dans le meilleur jour pour la présentation. Vu que, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui a passé longtemps sur le bateau, qui a été entreposée dans différents lieux et manipulée par pas mal de monde. On a des traces de doigts, il y a de la poussière un peu partout. J'ai vu que malheureusement, il y a eu quand même une ou deux petites rayures qui ont été faites, qui n'étaient pas présentes avant qu'elle prenne le bateau. Par exemple, alors je sais pas si vous verrez bien avec le soleil, mais juste ici, là, on voit que quelque chose a frotté. Alors... malheureusement, ce sont les risques hein, quand on fait venir un véhicule. Elle est tellement manipulée que certains, parfois, font des rayures. Mis à part ça, j'ai pas vu de gros problèmes. J'essaierai bien sûr de la nettoyer intégralement afin de vérifier tout ça. Et j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est une voiture avec un moteur central arrière. Donc le moteur est dissimulé là-dessous. D'ailleurs, le moteur, il est plutôt à cet endroit-là. Je vais ouvrir. Alors, petite présentation déjà, vous voyez, pour ouvrir la porte, c'est pas une porte normale. On a la serrure ici, le barillet, et la poignée de porte, elle est là. Il faut tirer assez fort, et ensuite, ça se lève tout seul. Ce qui montre que les vérins sont plutôt en bon état. Donc ça, c'est quelque chose pareil à vérifier sur ce genre de voiture. Souvent les vérins c'est une maladie et s'ils ne sont pas en bon état c'est une vraie galère. Donc maintenant à l'intérieur vous voyez que c'est une K-Car relativement standard hein, c'est tout petit comme véhicule, c'est
même la plus petite des K-Cars que je possède, parce que si vous découvrez cette voiture et que si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous voyez que j'ai ici une autre K-Car, donc c'est la Daihatsu Copen, un modèle qui a été distribué en Europe, celui-là. Et si j'ouvre mon autre garage, je vais vous montrer ma bite. Vous l'aimez ce jeu de mots. Donc je vais vous montrer ma bite. Voilà la fameuse Honda Beat, elle aussi une K-Car de la même époque que la Autozam AZ1. Et au fond là-bas, vous voyez aussi un petit K-Truck, un tout petit camion. Alors je ne l'ai pas reprécisé, mais si vous suivez ma chaîne, vous savez ce que c'est, hein, la catégorie K-Car. Ce sont des voitures qui sont limitées à 660 cm3, limitées au Japon à 64 chevaux. Et il y a aussi des normes en longueur, pas plus de 3,30 m, en hauteur, en largeur. La plupart des K-Cars sont des utilitaires ou des petites voitures familiales, comme la Suzuki Wagoner, qu'on a connue, nous, en Europe, parce qu'elle était rebadgée chez Opel. C'était l'Opel Agila, si je me souviens bien du nom. Mais on a eu aussi la Wagoner, c'était la même voiture. Enfin voilà. Je continue la présentation rapide de ce véhicule parce que bien sûr ce n'est pas un test aujourd'hui, c'est juste une découverte. Vous voyez aussi ce que j'adore sur cette voiture, on a des espaces vitrés partout. Le haut ici est vitré, donc à l'intérieur on a beaucoup de lumière. Je peux ouvrir de nouveau cette porte. Et si on trouve que c'est trop lumineux, on peut mettre à l'intérieur. Oups, c'est pas facile avec une main, mais en gros, vous pouvez occulter comme ça. Voilà. Et on n'a plus de lumière. Donc moi, j'ai essayé les deux sur la route, et clairement, je préfère quand c'est ouvert. Ça donne bien plus de luminosité. Après, c'est sûr qu'il fait un peu plus chaud. On voit que c'est siglé du modèle AZ1. Ça, pareil, c'était une pièce d'origine que je voulais absolument. Si elle avait manqué, ça m'aurait manqué. Pour monter dans ce véhicule, ou plutôt pour descendre dans ce véhicule, c'est vraiment une galère. Parce que regardez, la différence entre le seuil du véhicule et les sièges. Là, quand je regarde comme ça, je vois que le siège est à peu près à la moitié. Donc lorsque vous allez glisser dans la voiture, vous devez enjamber cette partie. Et vous voyez qu'elle est quand même relativement haute, parce que là on a carrément le haut-parleur. Donc on a facilement 20 cm ici. Et ensuite on tombe dans le siège baquet. Alors les sièges, pareil, j'en voulais en bon état. Celui-ci, le siège passager, est en parfait état. Siège bleu et rouge, assorti avec le reste du coloris. Et le siège conducteur est lui aussi en bon état, même si les mousses sont un peu plus, on va dire, à refaire, quoi. On sent qu'il y a eu du poids dedans. À l'arrière des sièges, on a un tout petit emplacement pour mettre des bagages. Et normalement, on peut aussi mettre ici la roue de secours. Et franchement, bah, c'est le seul emplacement où vous mettrez quelque chose. Il n'y a aucun autre rangement, il n'y a pas de boîte à gants. Il n'y a pas de vide-poche dans les portes, il n'y a pas de vide-poche sur les côtés, il n'y a rien. Il n'y a rien et vous n'avez pas de coffre à l'avant, pas de coffre à l'arrière. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que c'est un peu hallucinant. Donc pour ouvrir, on a ici pour la baie moteur, ça c'est pour le carburant. Et ensuite pour l'avant, c'est juste ici. Hop. Donc à l'avant. Alors, où se trouve... Voilà. Alors... Donc vous avez juste ici l'emplacement avant, qui a été designé de base pour avoir une roue de secours ici, mais il semblerait que finalement il se soit aperçu que c'était un peu dangereux et qu'en cas de crash, la roue risquait d'être éjectée dans l'habitacle. Donc ils ont décidé par la suite de mettre un emplacement pour la roue de secours juste ici. Donc
je ne sais pas où je la mettrai. Pour l'instant, elle est manquante. Je suis en train d'en chercher une. Et sinon, si vous voulez mettre des bagages, finalement, c'est le seul emplacement qui est disponible. J'ai le cric d'origine, on a ici le lave-glace, ça c'est pour la climatisation, les feux, enfin c'est très très simple. Vous pouvez voir qu'il y a un klaxon qui n'est pas d'origine. Et ça c'est liquide de frein. Donc c'est une fois de plus très très simple. Et tout est petit, cette voiture est vraiment minuscule. D'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a un seul essuie-glace pour tout le pare-brise. Là, petit détail, je crois que c'est une vignette japonaise. Alors je ne sais pas exactement la signification. Si quelqu'un d'ailleurs connaît vraiment comment dire, le rôle de cet autocollant et sa signification, merci de mettre ça dans les commentaires. Bon, on va passer à l'arrière maintenant. Hop. Alors aujourd'hui pas de montage, hein, c'est vraiment un peu à l'arrache. Alors, où est la petite tirette? Et voilà. Donc on arrive sur un moteur absolument délirant, donc 660 cm3, turbo, moteur de chez Suzuki. C'est le même moteur qui équipe la Suzuki Cappuccino, que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Il y a un de mes abonnés qui est en train d'en restaurer une. Et donc le moteur est quand même assez vers l'avant pour que la voiture soit donc une véritable voiture à moteur central arrière et non pas à moteur arrière comme une 911. Et puis il y a beaucoup de vide finalement. Vous voyez que tout cet espace est non utilisé. On a l'échappement juste en dessous. Ici, le liquide de refroidissement, la batterie, barre de renfort qui était une option à l'époque. Et ici, donc, c'est le filtre à air. Donc, j'ai pris un modèle le plus possible d'origine, mais clairement, lorsque je l'ai ramené par la route, je me suis aperçu que elle a la patate, la bagnole. Franchement, elle marche plutôt bien. Je me demande vraiment si le turbo qui est actuellement dedans est d'origine, ou si c'est celui d'origine, s'il est configuré normalement. Parce que si je compare avec mon autre voiture, donc qui est ici la Daihatsu Copen, qui elle a un 4 cylindres en ligne turbo, lui aussi de 660 cm3, la Copen, le moteur, le turbo commence réellement à vraiment être efficace à partir de 2000 tours. Sur celle-ci, le moteur, le turbo commence réellement à être efficace à partir de 4000, voire même 4500 tours. Et une fois qu'il charge, ça charge vraiment fort. C'est bien plus, perceptible que sur la Copen. Donc cette AZ1, peut-être que finalement le moteur a été un petit peu préparé. Le seul moyen de le savoir, ce serait bien sûr de tout démonter ou de la passer au banc. D'origine, elle est donnée pour 64 chevaux, comme toutes les K-Car. Que vous dire d'autre? Cette voiture est équipée, vous le voyez, d'un échappement qui n'est pas d'origine. Plutôt sympa, la sonorité est relativement feutrée pour l'instant. Et vous voyez qu'elle est très très sale, hein. La voiture, je pense qu'elle a été repeinte. Ce qui me fait penser ça, c'est qu'à l'arrière, ici, on n'a pas le logo AZ1. Et à l'avant, on n'a pas l'emblème de la marque Autozam, qui normalement vient bien sûr trôner juste ici. Donc là, il n'y a pas tout ça. Et il faut savoir que c'est de notoriété publique que la peinture d'origine sur cette voiture n'était pas forcément de très bonne qualité. La plupart de ces voitures, maintenant, au bout de 30 ans, ont été repeintes, parfois même plusieurs fois. D'ailleurs, tous les panneaux de carrosserie de cette voiture sont en plastique et ils sont tous démontables. Donc je le ferai peut-être un jour pour justement être certain de l'état du châssis en dessous des panneaux de carrosserie, mais tout est démontable. Je peux très certainement vous trouver une photo pour vous montrer la voiture une fois mise à nu. Et ça permet de repeindre tout ça pour moins cher que sur une voiture standard. Que vous montrer d'autre pour l'instant sur la découverte de ce véhicule? Je n'ai pas les jantes d'origine. Là, ce sont des jantes de chez Enkei, une très bonne marque, plutôt haut de gamme. C'est des jantes qui valent assez cher. Les pneus sont assez vieux, mais ils ne sont pas usés, c'est des Dunlop.
Et moi j'ai fait faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une complète, je vais pas dire restauration, une remise en état, c'est-à-dire un entretien, voilà, c'est plus le terme. J'ai fait faire un entretien complet de cette voiture, donc il y a eu la distribution qui a été faite, avec bien sûr la pompe à eau, vidange liquide de refroidissement, vidange du liquide de frein, tous les disques et les plaquettes sont neufs, l'embrayage est neuf, la boîte a été vidangée. J'en oublie très certainement, toutes les courroies, que ce soit compresseur de clim, courroie d'alternateur, tout ça c'est neuf. Et aussi, on a changé tout ce qui devait être changé, hein. Au bout de 30 ans, forcément, il y avait quelques joints, ce genre de choses qui commençaient à suinter. Ça a été remplacé, les bougies sont neuves, le faisceau d'allumage est neuf aussi. Enfin, j'ai fait tout faire au Japon, ça m'a coûté une petite fortune, mais forcément, ça me coûte quand même moins cher de faire tout ça au Japon que de le faire ici en France, où toutes les pièces m'auraient coûté bien plus cher, juste avec les frais d'importation et les frais de douane. Sur cette voiture, actuellement, le seul logo, la seule référence à la marque, c'est juste ici. On a, vous voyez, cette plaque en tôle qui est siglée Autosam. Et à l'intérieur, on a, il est vrai aussi, sur le volant, la marque Autosam. Et puis, c'est à peu près tout. Que vous dire d'autre? Tout est vraiment minuscule dans cette voiture, hein. Comme je vous disais, il n'y a pas de rangement, mis à part ici, un rangement où je peux mettre à peine 2 doigts, donc ça doit être pour mettre une boîte de tic-tac, pas plus. Les compteurs sont tout petits, et j'ai oublié de préciser, si j'ai choisi cette voiture, c'est parce qu'elle avait assez peu de kilomètres. Vous voyez qu'elle a 57 000, donc c'est vraiment peu. Enfin voilà les amis, là ça fait près de 20 minutes que je vous parle. Je pense qu'on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être plus en détail. Là, je vais déjà commencer par nettoyer la voiture. Et ensuite, je ferai une autre vidéo dans quelques jours pour vous montrer si j'ai découvert des choses, pour aussi vous montrer un petit peu comment ça roule, comment ça se comporte. Pour l'instant, sur la route, j'ai été assez agréablement surpris. Et je vais aussi commencer à restaurer le peu de choses qui a besoin d'être restauré, car si je l'ai payé aussi cher, c'est parce qu'elle est vraiment en très très bon état. On a eu même une vidéo faite par les Japonais qui passait en dessous, qui nous montrait les trains roulants, tout. Donc comme ça, on était assez sûr de l'état de la voiture. Et vous voulez le savoir, donc combien j'ai payé ce petit bolide? Actuellement, cette voiture, ça vaut dans les 30 000 €. C'est une voiture qui est extrêmement rare. Comme je vous ai dit, moins de 5000 exemplaires sur toute la planète. Donc vous vous doutez bien que maintenant, 30 ans après, combien est-ce qu'il en reste en état de rouler? Je ne sais pas, peut-être à peine la moitié ou les 3/4. J'avoue que je l'ignore. Donc je suis un des seuls pour l'instant à l'avoir en France. Je ne sais pas, hein, j'ai jamais vu personne d'autre en France à faire des vidéos sur cette voiture. Je pense être le premier. Et moi, c'est pas dans un but de spéculation, car actuellement il y a vraiment une très très forte spéculation sur ce modèle. Aux États-Unis, la voiture a pris près de 10 000 € en un an. Et je vois que le tarif ne fait qu'augmenter. Les modèles qui sont partis pour le plus cher, c'était dans les 40 000 $. Donc c'est vraiment très très cher. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est remettre les emblèmes, les autocollants, ce genre de choses qui manquent, et essayer de la remettre strictement d'origine. Enfin voilà, je sais plus quoi vous dire. Je vous remontre cette magnifique AZ1 Autosam. Je préciserai plus en détail l'histoire d'Autosam, qu'est-ce que c'est que cette marque, est-ce que c'est une filiale de Mazda, est-ce que cette voiture est une Suzuki, j'en parlerai plus tard. C'est relativement compliqué. Allez, je vous laisse, je vous dis V à tous, et surtout, à la prochaine. Bon Lunaris, à toi l'honneur, hein, parce que j'aurais aimé que ce soit toi qui la sorte, mais bon, tu connais les conditions, c'est un peu compliqué. Ouais, je connais. Bon, ça va, t'arrives à rentrer dedans? Alors, j'arrive à rentrer dedans, à sortir, c'est pour l'instant pas, voilà.